La nuit tomba sur Paris tel un linceul glacial, apportant avec elle un silence que seul brisait le grondement lointain et occasionnel des moteurs et le murmure du vent entre les immeubles. Sous l'auvent d'une boutique abandonnée du Marais, 3 silhouettes se blottissaient, cherchant un abri contre le froid impitoyable qui s'infiltrait à travers leurs vêtements en lambeaux. Amélie et Camille, 2 fillettes de 4 ans, identiques comme des gouttes d'eau, se pressaient contre le corps tremblant de leur grand-mère, Geneviève. Leurs boucles dorées, autrefois brillantes, maintenant emmêlées et ternes, encadraient des visages pâles, marqués par une innocence qui contrastait douloureusement avec la dureté de leur situation. Geneviève, une femme de 68 ans dont les yeux là contenaient les histoires de toute une vie, luttait contre une toux persistante qui secouait son corps frêle. Sa peau, autrefois douce et bien soignée durant ses années de domestique dans des demeures privées, était maintenant rugueuse et burinée par le temps et les éléments. « Grand-mère, chuchota Amélie, la plus bavarde des jumelles, tu trembles beaucoup. » Ses grands yeux bleus, pleins d'inquiétude, se fixèrent sur le visage ridé de Geneviève avec une maturité qui dépassait son âge. Camille, toujours plus silencieuse et observatrice, ajusta la mince couverture qu'elle partageait, essayant de mieux couvrir les épaules osseuses de sa grand-mère. Le tissu usé et rapiécé pouvait à peine les protéger du vent mordant qui se glissait à travers les interstices de l'auvent. Geneviève força un sourire, tentant de masquer la douleur et l'inconfort qu'elle ressentait. « Je vais bien, mes anges, » répondit-elle d'une voix rauque, interrompue par une autre quinte de toux. « Bientôt, le matin viendra et le soleil nous réchauffera. » Les fillettes échangèrent des regards inquiets. Même à un si jeune âge, elles comprenaient que l'état de leur grand-mère s'aggravait chaque jour. La fièvre qui la consumait semblait plus intense cette nuit-là, et la sueur froide qui perlait sur son front contrastait avec les tremblements qui la secouaient. Amélie, toujours la plus courageuse, se leva, déterminée. « Je vais chercher plus de carton, grand-mère, pour rendre les murs de notre château plus épais. » Geneviève tenta de protester, mais une nouvelle crise de toux l'arrêta. Camille suivit silencieusement sa sœur, toutes deux conscientes qu'elles devaient faire quelque chose pour aider la seule famille qu'elles avaient. Les jumelles s'aventurèrent dans les ombres de la rue déserte, leurs petits corps frissonnant dans le froid matinal. Leurs yeux, habitués à l'obscurité, scrutaient les coins et les ruelles à la recherche de n'importe quel morceau de carton ou de journal qui pourrait offrir un peu plus d'isolation contre le froid. Tandis que les filles s'éloignaient, Geneviève luttait contre les souvenirs qui la hantaient. Elle se souvenait des jours où elle travaillait dans le grand hôtel particulier de la famille Dubois à Versailles, s'occupant d'un petit garçon aux yeux vifs, nommé Jean-Luc. Comme la vie avait changé radicalement. Comment elle, qui avait autrefois soigné si tendrement l'enfant d'un autre, en était-elle arrivée à pouvoir à peine protéger ses propres petites filles? La fièvre la rendait délirante, mélangeant le passé et le présent. Un instant, elle crut voir le petit Jimmy courir dans le couloir de la demeure, riant et l'appelant. Mais l'illusion s'évanouit rapidement, remplacée par la dure réalité de sa situation actuelle. Amélie et Camille revinrent quelques minutes plus tard, transportant des morceaux de carton trouvés près d'un magasin d'électronique. Leurs visages, bien que fatigués, brillaient d'un sentiment d'accomplissement. « Regarde, grand-mère !» s'exclama Amélie en montrant sa trouvaille. « Maintenant, nous pouvons rendre notre château plus fort. » Camille commença silencieusement à positionner les morceaux de carton autour d'eux, créant une barrière de fortune contre le vent. Geneviève les regardait avec un mélange de fierté et de déchirement. Ces petites filles, si jeunes, démontraient déjà une force et une résilience dont elle craignait qu'elles aient besoin pour survivre dans ce monde cruel. « Vous êtes mes petites guerrières », murmura Geneviève en les attirant près d'elle dès qu'elles eurent fini d'installer l'abri. Si braves, si fortes. Les filles se blottirent à nouveau à côté de leur grand-mère, l'unique couverture maintenant renforcée par la protection supplémentaire du carton. Le silence de la nuit fut rompu par le son lointain des sirènes, les faisant toutes les trois instinctivement se recroqueviller. « Grand-mère » dit doucement Camille, sa voix presque un murmure. «
raconte-nous encore l'histoire du prince Jean-Luc. » Geneviève sourit malgré sa douleur. L'histoire du prince Jean-Luc était le conte préféré des filles, une histoire qu'elle avait créée en se basant sur le petit garçon dont elle s'était occupée tant d'années auparavant. C'était une histoire de gentillesse, de courage et d'espoir, tout ce qu'elle souhaitait pour ses petites filles. « Il était une fois, » commença Geneviève, sa voix faible mais déterminée, « un prince nommé Jean-Luc. Il vivait dans un grand château, mais son cœur était plus grand que n'importe quel palais. » Tandis que Geneviève narrait, les jumelles se blottirent plus près, leurs yeux brillant de la magie de l'histoire. Pendant quelques précieux instants, le froid, la faim et la peur furent oubliés, remplacés par la chaleur de l'amour et la lumière de l'espoir. La nuit s'avança, et les étoiles au-dessus semblaient scintiller en solidarité avec les 3 silhouettes sous l'auvent. Amélie et Camille finirent par s'endormir, leur douce respiration contrastant avec la toux persistante de Geneviève. Geneviève resta éveillée, veillant sur ses précieuses petites filles. Son corps lui faisait mal, la fièvre la brûlait, mais son esprit restait inébranlable. En regardant les visages endormis d'Amélie et de Camille, elle fit une promesse silencieuse. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen de leur donner la vie qu'elles méritaient. La première lueur du matin commença à teinter le ciel d'un bleu pâle lorsque Geneviève céda finalement à un sommeil épuisé. Les 3 silhouettes, grand-mère et petite-fille, dormaient maintenant blotties sous la fine couverture, protégées par des murs de carton et l'amour qui les unissait. À cet instant, sous l'auvent d'une boutique abandonnée, au milieu de la dureté de la vie de la rue, reposaient 3 anges. Des anges fatigués, affamés et frigorifiés, mais des anges néanmoins. Des anges qui, sans le savoir, étaient sur le point de changer non seulement leur propre vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres par un simple acte d'honnêteté et de courage. Et ainsi, alors que la ville s'éveillait lentement à un autre jour, Amélie, Camille et Geneviève dormaient, inconscientes du destin extraordinaire qui les attendait, tout commençant par un portefeuille perdu et un geste de bonté qui résonnerait bien au-delà de ce trottoir froid. L'aube arriva lentement, peignant le ciel de douces nuances de rose et d'or. La ville se réveilla progressivement, le silence de minuit laissant place au bourdonnement lointain de la circulation et aux premiers signes de vie dans les rues. Sous l'auvent délabré qui leur servait d'abri, Amélie ouvrit les yeux, clignant face à la douce lumière qui se glissait à travers les fentes du carton. À côté d'elle, Camille dormait encore profondément, enroulée contre le corps frêle de Geneviève. Amélie observa sa grand-mère un instant, notant avec inquiétude les gouttes de sueur sur son front malgré le froid glacial du matin. La toux de Geneviève s'était aggravée pendant la nuit, résonnant dans le silence des premières heures. Amélie savait qu'elle devait renforcer les murs de leur château de fortune pour protéger sa grand-mère du vent mordant qui s'annonçait. Faisant attention de ne pas réveiller Camille ou Geneviève, Amélie se dégagea de la couverture partagée et se glissa hors de l'abri. L'air matinal la fit frissonner instantanément, son fin t-shirt et son pantalon usé offrant peu de protection contre le froid impitoyable. « Camille » chuchota doucement Amélie en poussant sa sœur. « Réveille-toi. Nous devons trouver plus de carton avant que grand-mère ne se lève. » Camille ouvrit lentement les yeux, clignant, ensommeillée. Sans un mot, elle se leva, comprenant immédiatement l'urgence dans la voix de sa sœur. Les deux échangèrent un regard de compréhension mutuelle, un langage silencieux développé au cours de leurs 4 années de vie partagée. Main dans la main, les jumelles partirent en mission, leurs petits pas silencieux, sur le trottoir vide. La ville était encore majoritairement endormie, les rues désertes à l'exception de quelques travailleurs matinaux et de l'occasionnel sans-abri blotti dans un coin sombre. « Là-bas » indiqua Camille, sa voix presque inaudible. Elle montrait une pile de boîtes jetées derrière un magasin d'électronique non loin de leur abri. Les filles s'approchèrent prudemment, toujours alertes à tout mouvement ou son soudain. Vivant dans la rue, elles avaient appris très tôt que le danger pouvait surgir n'importe où, n'importe quand.
Leurs grands yeux vigilants scrutaient constamment leur environnement. Alors qu'elle fouillait dans les boîtes, triant les plus sèches et les plus solides, une lueur inhabituelle attira l'attention d'Amélie. Sous un journal froissé, partiellement caché par l'ombre d'un banc voisin, se trouvait un portefeuille en cuir brun. « Regarde, Camille !» murmura Amélie en pointant l'objet. Les jumelles échangèrent des regards, un mélange de curiosité et d'appréhension dans les yeux. Lentement, comme si elles craignaient que le portefeuille ne disparaisse, elles se rapprochèrent. Le cœur d'Amélie battait la chamade dans sa poitrine, un mélange d'excitation et de peur faisant trembler légèrement ses mains. Amélie fut la première à le toucher, ses petits doigts caressant le cuir doux, visiblement coûteux. « C'est si beau !» murmura-t-elle, soulevant soigneusement le portefeuille, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Camille jeta un regard nerveux autour d'elle, ses grands yeux balayant la rue à la recherche de tout signe de danger. « On devrait l'ouvrir ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Amélie hésita un instant, se rappelant les enseignements de sa grand-mère sur le fait de ne pas prendre les choses qui ne leur appartenaient pas. La voix de Geneviève résonnait dans son esprit. « L'honnêteté, mes chéris, est la chose la plus précieuse que nous ayons. » Mais leurs besoins et leur curiosité l'emportèrent. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le fermoir doré. L'intérieur du portefeuille était un trésor de compartiments en cuir et en nylon, chacun contenant quelque chose qui fit s'écarquiller les yeux des filles d'étonnement. Dans une poche, une liasse de billets de haute valeur, plus d'argent que les jumelles n'en avaient jamais vu de leur vie. Dans une autre, des cartes de crédit brillantes et un badge officiel doré qui scintillait sous la faible lumière du matin. « Combien d'argent penses-tu qu'il y a là-dedans ?» demanda Camille, les yeux fixés sur les billets, sa voix un mélange de fascination et de peur. Amélie commença à compter, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle additionnait les montants. Quand elle eut fini, ses yeux étaient écarquillés de stupeur. « C'est beaucoup, Camille, plus que nous ne pouvons compter. » Un instant, les deux restèrent silencieuses, contemplant les possibilités que cet argent représentait. Des repas chauds tous les jours, une vraie chambre pour dormir, des médicaments pour grand-mère, de nouveaux vêtements chauds, une vie loin du froid et des rues dangereuses. « On pourrait acheter des médicaments pour grand-mère, » chuchota Camille, donnant voix à leurs deux pensées. « Elle irait mieux, nous n'aurions plus à nous inquiéter. » Amélie hocha lentement la tête, mais quelque chose la dérangeait. La voix de sa grand-mère résonnait dans son esprit, leur rappelant toujours de faire ce qui est juste, peu importe la difficulté. « L'honnêteté est ce qui nous garde humains, » disait toujours Geneviève. « C'est ce qui nous distingue, ce qui nous donne de la dignité, même quand nous n'avons rien. » « Mais ce n'est pas à nous, » dit finalement Amélie, sa voix tremblante. « Grand-mère dit toujours qu'on ne doit pas prendre ce qui ne nous appartient pas. » Camille se mordit la lèvre, clairement tiraillée entre le besoin désespéré et ce qu'elle savait être juste. « Mais grand-mère est si malade, Amélie. Et il fait si froid. Peut-être juste un peu, pour les médicaments. » Les jumelles se tenaient là, dans le froid du matin, le portefeuille pesant entre elles comme un secret trop lourd pour leurs petites épaules. Le vent soufflait, les faisant frissonner dans leurs vêtements fins, leur rappelant cruellement leur situation désastreuse. « Apportons-le à grand-mère » décida finalement Amélie, sa voix gagnante en force. « Elle saura quoi faire, elle sait toujours. » Camille hocha la tête, un mélange de soulagement et de déception dans ses jeunes yeux. Ensemble, elles placèrent soigneusement le portefeuille dans la poche déchirée du manteau d'Amélie et commencèrent à rassembler le carton qu'elles avaient mis de côté. Le chemin du retour vers leur abri sembla plus long que jamais, chaque pas un conflit entre l'espoir d'une vie meilleure et le poids de la décision qu'elles devraient prendre. Quand elles arrivèrent, elles trouvèrent Geneviève réveillée, assise contre le mur, son visage pâle, marqué par l'inquiétude et la fièvre. « Où étiez-vous » demanda-t-elle de sa voix rauque à cause de la toux de la nuit. « J'étais si inquiète. » Amélie et Camille se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre elles. D'une main tremblante, Amélie sortit le portefeuille de sa poche et le tendit à sa grand-mère.
Grand-mère, commença-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Nous avons trouvé quelque chose. Geneviève regarda le luxueux portefeuille en cuir, ses yeux s'écarquillant de surprise. De ses doigts tremblants, elle l'ouvrit, haletant en voyant son contenu. Son regard balaya les documents, l'argent, et se posa finalement sur la photo d'identité. Ses mains se mirent à trembler plus intensément. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère » demanda Amélie, l'inquiétude évidente dans sa voix. Geneviève leva les yeux du portefeuille, regardant ses petites filles avec un mélange d'étonnement et d'appréhension. « Les filles » dit-elle lentement. « Savez-vous à qui est ce portefeuille » Les jumelles secouèrent la tête, à la fois curieuses et un peu effrayées par la réaction de leur grand-mère. Geneviève prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Ce portefeuille, commença-t-elle, appartient au président, Jean-Luc Dubois. » Les yeux des filles s'écarquillèrent de reconnaissance. « L'homme à la télé » demanda Camille, sa voix pleine d'admiration. Geneviève hocha la tête, un triste sourire vacillant sur ses lèvres. « Oui, ma chérie, l'homme que nous avons vu sur cette télévision dans la vitrine du magasin, tu te souviens ?» Les souvenirs affluèrent dans l'esprit des jumelles. Quelques semaines plus tôt, lors d'une de leurs promenades à la recherche de nourriture, elles s'étaient arrêtées devant un magasin d'électronique, attirées par les écrans lumineux en vitrine. Geneviève s'était immobilisée, fascinée par une retransmission en direct à l'écran. Un homme en costume prononçait un discours, sa voix étouffée par la vitre, mais son visage clairement visible. « Regardez, mes chéris » avait dit Geneviève ce jour-là, sa voix étranglée par l'émotion. « C'est le nouveau président. Que Dieu le bénisse et l'aide à prendre soin de nous tous. » Maintenant, assises dans leur abri de fortune, les filles regardèrent le portefeuille avec un nouveau sentiment de révérence et de peur. « Qu'allons-nous faire, grand-mère » demanda Amélie, sa voix tremblante. Geneviève ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination dans son regard que les filles connaissaient bien, une force que même la maladie et la pauvreté n'avaient pas réussi à éteindre. « Nous devons le rendre », dit-elle fermement, bien que sa voix vacillât légèrement. Camille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole, sa voix petite et hésitante. « Mais grand-mère, il y a tant d'argent dedans. Nous pourrions t'acheter des médicaments et de la nourriture et un endroit chaud pour dormir. » Geneviève posa doucement un doigt sur les lèvres de Camille, la faisant taire. Ses yeux, bien que fiévreux, brillaient d'une sagesse ancienne. « Je sais, mon amour, je sais à quel point nous en avons besoin. Je sais combien vous voulez me voir aller mieux. Mais faire ce qui est juste est plus important que n'importe quelle somme d'argent. » Amélie, sentant les larmes monter à ses yeux, demanda « Mais pourquoi, grand-mère? Il a tant et nous avons si peu. » Geneviève prit les deux mains des filles dans les siennes, ignorant la douleur dans sa poitrine et le tremblement de ses membres. « Mes chéries, commença-t-elle, sa voix gagnant en force, l'honnêteté est notre seule véritable richesse. C'est ce qui nous garde dignes, ce qui nous rend humaines. Quand tout nous est enlevé, quand nous n'avons rien, il nous reste encore notre intégrité. » Elle fit une pause, toussant légèrement avant de continuer. « Cet argent pourrait nous acheter de la nourriture et des médicaments pour un temps, oui, mais qu'achèterait-il pour nos âmes? Quelle leçon vous enseignerais-je si je nous permettais de garder quelque chose qui n'est pas à nous ?» Les jumelles écoutaient attentivement, leurs jeunes visages sérieux et attentifs. Geneviève poursuivit, sa voix douce mais ferme. « Pensez aussi au propriétaire de ce portefeuille. Il doit être inquiet, le cherchant. En faisant ce qui est juste, non seulement nous gardons notre intégrité, mais nous aidons aussi quelqu'un qui en a besoin. » Amélie et Camille hochèrent lentement la tête, un mélange de fierté et de compréhension remplaçant progressivement la déception sur leurs jeunes visages. Geneviève les serra dans une étreinte serrée, ignorant la douleur dans sa poitrine et la chaleur de sa fièvre. « Vous êtes mes petites héroïnes, chuchota-t-elle, des larmes aux yeux.
si honnête, si courageuse. N'oubliez jamais que notre vraie richesse est ici, dit-elle en touchant leur cœur, et ici, en touchant leur front. Personne ne peut vous enlever cela. Alors que le soleil se levait dans le ciel, éclairant leur humble abri, Geneviève et ses petites filles se préparaient pour un voyage qui allait changer leur vie pour toujours. Avec le portefeuille du président en sécurité entre leurs mains, elles allaient affronter un monde qui avait souvent été cruel envers elles, armées seulement de leur honnêteté et de leur courage. Le trésor qu'elles avaient trouvé n'était pas l'argent dans le portefeuille, mais la force de leur caractère et l'amour qui les unissait. Et cela, Geneviève le savait, était plus précieux que n'importe quelle fortune qu'elle pourrait imaginer. « Maintenant, dit Geneviève en se levant avec difficulté, allons rendre ce trésor à son propriétaire. Ensemble. » Et ainsi, 3 silhouettes, une grand-mère malade et 2 petites jumelles, quittèrent leur abri de fortune, marchant main dans la main vers un avenir incertain, mais avec la certitude qu'elles faisaient ce qui était juste. Le portefeuille dans leurs mains était lourd, mais leur cœur était léger, rempli d'une richesse qu'aucun argent ne pouvait acheter. La journée qui commençait promettait d'être l'une des plus importantes de leur vie, un voyage qui mettrait à l'épreuve leur courage, leur honnêteté et leur foi en la bonté humaine. Tandis qu'elle marchait dans les rues de la ville, Geneviève priait en silence pour que sa décision non seulement rende le portefeuille à son propriétaire légitime, mais apporte aussi un peu d'espoir et de lumière à leur vie si marquée par l'adversité. Le soleil du matin était déjà haut lorsque Amélie et Camille arrivèrent devant l'imposant palais de l'Élysée. Les jumelles de 4 ans s'arrêtèrent un instant, leurs petites mains entrelacées, contemplant avec admiration la structure majestueuse de pierre et d'acier. Le contraste entre le monde qu'elles connaissaient, les rues froides et leur abri de fortune, et ce géant étincelant était presque écrasant. « C'est si grand !» murmura Camille, ses grands yeux bleus remplis à la fois d'admiration et de peur. Amélie serra la main de sa sœur, essayant de transmettre un courage qu'elle ressentait à peine. « Souviens-toi de ce que grand-mère a dit, » murmura-t-elle. « Nous devons être courageuses. C'est la chose juste à faire. » Les 2 filles se regardèrent, leurs visages identiques reflétant un mélange de détermination et d'appréhension. Leurs cheveux blonds, bien qu'emmêlés et ternes, brillaient sous le soleil du matin. Leurs vêtements, usés et un peu trop grands, racontaient silencieusement l'histoire de leur vie dans la rue. D'un signe de tête mutuel, les jumelles commencèrent à traverser la cour d'honneur, leurs petits pas hésitants résonnant sur le gravier, semblant absurdement forts à leurs propres oreilles. En s'approchant de l'entrée, elles remarquèrent les regards curieux des gens autour d'elles. Des fonctionnaires bien habillés passaient en hâte, leurs mallettes en cuir se balançant rythmiquement. Certains jetaient des regards curieux aux filles, mais la plupart ne les remarquaient même pas, comme si elles étaient invisibles. Une femme élégante serra son sac à main plus près, en passant près d'elle, un geste qui n'échappa pas aux jumelles. En arrivant devant la grande porte, Amélie et Camille hésitèrent. Elles n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. Elles observèrent de quelques secondes les adultes entrer et sortir avec aisance. Amélie, toujours la plus courageuse, décida de prendre l'initiative. « Viens, Camille, » dit-elle en tirant doucement sa sœur. « C'est comme un manège, mais sur le côté. » Les 2 entrèrent maladroitement, poussant de toute leur force. Elles firent un tour complet avant de réussir à sortir de l'autre côté, manquant de trébucher. Le hall d'entrée était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le sol en marbre poli reflétait les lumières vives du plafond, obligeant les filles à cligner des yeux à plusieurs reprises, tandis que leurs yeux s'ajustaient. Le bourdonnement des conversations et le cliquetis des chaussures chères créaient une cacophonie intimidante. Amélie et Camille s'approchèrent timidement du bureau de réception, qui semblait être une montagne de marbre devant elles. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés, leva les yeux de son ordinateur avec une expression légèrement irritée. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton indiquant clairement qu'elle préférerait ne pas avoir à s'occuper de 2 enfants dépenaillés. Amélie déglutit, rassemblant tout son courage. «
S'il vous plaît, madame, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Nous avons trouvé quelque chose d'important. Nous devons le rendre. La réceptionniste soupira, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à voir un adulte responsable. « Écoutez, les filles, c'est un bâtiment gouvernemental. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Où sont vos parents ?» Camille, habituellement timide, s'avança. « Notre grand-mère est malade. Nous sommes venus seuls. C'est vraiment important. » La frustration de la réceptionniste était palpable. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Vous devez partir maintenant. Ce n'est pas un endroit pour des enfants non accompagnés. » Les jumelles échangèrent des regards désespérés. Elles avaient promis à grand-mère qu'elles rendraient le portefeuille, et elles ne pouvaient pas échouer. Le portefeuille pesait dans la poche déchirée du manteau d'Amélie, leur rappelant constamment leur mission. C'est à ce moment qu'Isabelle Lefebvre, une secrétaire principale qui travaillait au cabinet du président depuis des années, traversa le hall. Son œil vif aperçut la scène inhabituelle, 2 petites enfants, visiblement sans abri, se faisant renvoyer par la réceptionniste. Poussée par une curiosité compatissante, Isabelle s'approcha. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. La réceptionniste parut soulagée. « Madame Lefebvre, ces enfants sont apparus sans surveillance. Je leur disais juste de partir. » Isabelle regarda Amélie et Camille, remarquant le désespoir dans leurs yeux. Il y avait quelque chose dans la détermination de ces petites silhouettes qui l'intriguait. « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda-t-elle directement aux filles, ignorant la réceptionniste. Amélie, voyant une ouverture, répondit rapidement. « Nous avons trouvé quelque chose qui appartient à quelqu'un d'important. Nous sommes venus le rendre. » La curiosité d'Isabelle grandit. « Et qu'est-ce que ce serait ?» Camille répondit, sa petite voix claire. « Un portefeuille, madame. Il y a beaucoup d'argent dedans. » Le silence qui suivit fut lourd. Isabelle étudia les visages des 2 filles devant elle, cherchant le moindre signe de tromperie. Tout ce qu'elle vit, c'était de l'honnêteté et de l'espoir. « Je vois, » dit finalement Isabelle en se tournant vers la réceptionniste. Elle parla fermement. « Je m'en occupe. S'il vous plaît, arrangez-vous pour avoir des collations et de l'eau pour les filles. » La réceptionniste hésita, mais le ton d'Isabelle ne laissait aucune place à la discussion. À contre-cœur, elle hocha la tête et s'éloigna pour exécuter la demande. Isabelle guida Amélie et Camille vers un coin plus calme du hall, où se trouvaient des canapés confortables. Les filles s'assirent, leurs petites jambes se balançant sans atteindre le sol. « Maintenant, » dit doucement Isabelle en s'asseyant en face d'elle, « racontez-moi exactement ce qui s'est passé. » Amélie commença, sa voix gagnante en confiance. « Nous cherchions du carton ce matin pour rendre les murs de notre château plus solides contre le vent. » Camille continua. « Nous avons trouvé le portefeuille près d'un banc. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Notre grand-mère est vraiment malade, » ajouta Amélie, des larmes apparaissant dans ses yeux. Mais quand nous avons vu à qui appartenait le portefeuille, elle a dit que nous devions le rendre, peu importe à quel point nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas garder quelque chose qui n'est pas à nous. » Isabelle sentit une vague d'émotion la submerger. Voici 2 petites enfants, vivant clairement dans des circonstances qu'elle pouvait à peine imaginer. Et pourtant, elle choisissait de faire ce qui est juste. « Vous êtes des filles très spéciales, » dit Isabelle, sa voix étranglée par l'émotion. « Beaucoup de gens n'auraient pas fait ce que vous avez fait. » Amélie et Camille sourirent timidement, relâchant une partie de la tension dans leur petit corps. « Grand-mère dit toujours que l'honnêteté est notre plus grand trésor, » chuchota Camille. Isabelle hocha la tête, profondément émue. « Votre grand-mère est une femme très sage. Vous devez beaucoup l'aimer. » Les jumelles hochèrent la tête à l'unisson, leurs yeux brillant d'amour et d'inquiétude. « Maintenant, » poursuivit Isabelle, « je vais passer quelques appels pour savoir exactement à qui appartient ce portefeuille. En attendant, je veux que vous preniez quelque chose à manger. La marche a dû être longue pour venir ici. » Comme par un signal, la réceptionniste revint avec un plateau contenant des sandwichs, des fruits et de l'eau.
Les filles regardèrent la nourriture avec de grands yeux, prenant soudain conscience de leur faim. « Allez-y, mangez », encouragea doucement Isabelle. « Je serai juste là, à passer des appels. » Pendant que les jumelles mangeaient avec avidité, Isabelle s'éloigna de quelques pas, sortant son téléphone. Elle composa un numéro, ses yeux ne quittant jamais Amélie et Camille. En attendant que l'appel soit connecté, Isabelle réfléchit à cette rencontre inattendue. Elle avait passé des années à travailler dans ce bâtiment, à traiter avec des politiciens, des hommes d'affaires et des personnalités importantes. Mais c'étaient ces deux petites filles, avec leurs vêtements usés et leurs cœurs immenses, qui lui donnaient une leçon d'intégrité et de courage. L'appel fut répondu, et Isabelle commença à expliquer la situation, son regard toujours fixé sur Amélie et Camille. Elle savait que ce ne serait pas juste une autre journée ordinaire au travail. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer des vies, non seulement celle de ces deux courageuses filles, mais peut-être aussi celle de beaucoup d'autres. Tout en parlant au téléphone, Isabelle se fit une promesse silencieuse. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour aider ses enfants et leur grand-mère malade. Leur honnêteté et leur bravoure ne méritaient rien de moins. Le bureau présidentiel était un monde à part, aussi éloigné de la réalité des rues que la lune l'est de la terre. De somptueux tapis perçants assourdissaient les pas, tandis que des rideaux de soie filtraient la lumière du soleil, créant une atmosphère de pouvoir serein. Jean-Luc Dubois, le président nouvellement inauguré, était assis derrière son imposant bureau en chêne, plongé dans une pile de documents exigeant son attention immédiate. Le tic-tac doux de l'horloge murale et le bruissement occasionnel des papiers étaient les seuls sons qui rompaient le silence. Jean-Luc soupira, se frottant les yeux fatigués. Il n'était en fonction que depuis quelques semaines, mais le poids de la responsabilité pesait déjà sur ses épaules comme une chape de plomb. C'est dans ce moment de calme contemplatif qu'un léger coup à la porte résonna dans la pièce. Jean-Luc se redressa, s'attendant à voir son assistant avec plus de paperasse à signer ou des problèmes urgents à discuter. « Entrez » appela-t-il, sa voix portant l'autorité de sa position. À sa surprise, c'est Isabelle, sa secrétaire principale, qui entra. Elle était connue pour son efficacité et sa discrétion, interrompant rarement le président sans une raison extrêmement importante. Ce qui attira l'attention de Jean-Luc, cependant, fut l'expression sur son visage. Isabelle, normalement si posée, montrait des signes d'une émotion inhabituelle, un mélange d'inquiétude et de quelque chose que Jean-Luc ne pouvait pas entièrement déchiffrer. « Monsieur le Président » commença-t-elle, sa voix portant une urgence contenue. « Il y a quelque chose que vous devez voir personnellement. » Jean-Luc fronça les sourcils, intrigué par la nature mystérieuse de l'interruption. « Qu'est-ce que c'est, Isabelle ?» Isabelle hésita un instant, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « Deux petites filles sont ici pour vous voir, monsieur. Elles ont trouvé votre portefeuille. » Le président resta silencieux un moment, traitant l'information. Il avait remarqué que son portefeuille manquait plus tôt dans la journée, mais avec l'agitation constante de ses responsabilités, il n'avait pas eu le temps de s'en occuper. La mention d'enfants impliqués, cependant, piqua sa curiosité. Elles auraient pu simplement le remettre à la réception, commenta-t-il, essayant de comprendre pourquoi cette affaire apparemment triviale avait atteint son bureau. Isabelle secoua la tête, une étincelle déterminée dans les yeux. « Monsieur, je crois que vous voudrez gérer cela personnellement. Faites-moi confiance. » Il y avait quelque chose dans la voix d'Isabelle, une émotion rare et tangible qui capta l'attention de Jean-Luc. Au cours de toutes leurs années de travail ensemble, il avait rarement vu sa secrétaire aussi émue par une situation. Après un bref moment de réflexion, il hocha la tête. « Très bien, Isabelle, faites-les entrer. » Les minutes qui suivirent parurent interminables. Jean-Luc se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. Dehors, le monde continuait son cours effréné, inconscient du drame qui se déroulait entre ses murs. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. Jean-Luc se retourna, et son regard tomba pour la première fois sur Amélie et Camille. Le contraste entre les deux petites silhouettes et le cadre luxueux du bureau
était choquant, presque surréaliste. Les jumelles, avec leurs vêtements usés et leurs visages pâles, semblaient encore plus petites et plus vulnérables sous les lumières vives et au milieu des symboles de pouvoir qui les entouraient. Jean-Luc sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une émotion qu'il ne pouvait pas entièrement nommer. Contournant le bureau, il s'approcha des filles, s'accroupissant à leur niveau. Son visage, normalement sévère et réservé pour les caméras et les réunions officielles, s'adoucit en un doux sourire. « Bonjour, dit-il doucement, sa voix dépouillée de toute formalité présidentielle. « J'entends dire que vous avez quelque chose pour moi. » Amélie, rassemblant visiblement tout son courage, fit un pas en avant. Ses petites mains tremblantes tendirent le portefeuille en cuir. « C'est à vous, monsieur, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, remplie à la fois de peur et de détermination. « Nous l'avons trouvé, et grand-mère a dit que nous devions le rendre. » Jean-Luc prit le portefeuille, sentant son poids familier dans ses mains. Une vague d'émotion le frappa alors qu'il réalisait l'ampleur de ce qu'elles avaient fait. Il l'ouvrit soigneusement, confirmant que tout son contenu était intact. Les documents, les cartes de crédit, et plus impressionnant encore, tout l'argent. L'honnêteté de cet acte, venant d'enfants qui avaient manifestement si peu, le laissa momentanément sans voix. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui », réussit-il finalement à dire, sa voix chargée d'une sincérité qui le surprit lui-même. Quelque chose que beaucoup de gens, même dans des situations bien meilleures, n'auraient pas le courage de faire. « Puis-je vous demander vos noms ?»« Je suis Amélie, » dit la fille qui avait remis le portefeuille, sa voix frémissante. « Et voici ma sœur, Camille. » Camille, à moitié cachée derrière sa sœur, fit un signe timide de la main, ses grands yeux bleus observant Jean-Luc, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Jean-Luc leur sourit à toutes les deux, ressentant une vague de tendresse qui le prit par surprise. Amélie et Camille. De beaux noms pour des filles très spéciales. Quel âge avez-vous ? 4 ans, répondirent-elles à l'unisson, leurs petites voix résonnant dans le vaste bureau. Le président sentit son cœur se serrer. Elles étaient si jeunes, si innocentes, et pourtant elles faisaient déjà face à un monde qui n'avait manifestement pas été tendre avec elles. Le courage et l'intégrité dont elles avaient fait preuve face à des circonstances qui en briseraient plus d'un adulte étaient vraiment remarquables. « Eh bien, Amélie et Camille, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « vous m'avez rendu quelque chose de très précieux. Plus qu'un simple portefeuille avec de l'argent et des documents. Vous m'avez donné une leçon d'honnêteté et de courage. J'aimerais vous récompenser pour cela. Que voudriez-vous » Les jumelles échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre elles. C'est Camille, la plus silencieuse des deux, qui prit finalement la parole, sa petite voix étonnamment claire. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner des médicaments ?» La question prit Jean-Luc complètement par surprise. De toutes les choses qu'il aurait pu s'attendre à entendre, des jouets, des vêtements, même de l'argent, les médicaments étaient la dernière chose à laquelle il pensait. La simplicité et l'urgence de la demande le frappèrent durement, lui rappelant brutalement la réalité que ses enfants affrontaient. « Des médicaments ?» répéta-t-il, incapable de cacher la confusion dans sa voix. « Êtes-vous malade ?» Amélie secoua la tête, ses yeux se remplissant d'une inquiétude qui semblait bien au-delà de son âge. « Non, monsieur, c'est pour notre grand-mère. Elle est vraiment malade. » Jean-Luc sentit une boule se former dans sa gorge. Il jeta un coup d'œil à Isabelle, qui se tenait près de la porte, des larmes commençant à se former dans ses yeux. L'émotion de la situation était palpable, remplissant l'air du bureau d'une tension presque physique. « Pouvez-vous m'en dire plus sur votre grand-mère » demanda-t-il doucement, sentant qu'il était sur le point d'entendre une histoire qui changerait à jamais sa perspective. Les mots commencèrent à fuser, les jumelles se relayant comme si elles partageaient une seule voix. Elles parlèrent de leur abri de fortune sous l'auvent d'une boutique abandonnée, du froid qui s'infiltrait à travers le carton la nuit, de la toux persistante de Geneviève et de la fièvre qui ne voulait pas baisser. Elles décrivirent les nuits passées à frissonner, partageant une seule mince couverture à 3,
et les jours où la faim était une compagne constante. Parfois, elle ne peut même pas se lever, dit Camille, ses grands yeux débordant d'inquiétude. Mais elle essaie toujours de nous sourire. Elle nous apprend des choses, ajouta Amélie avec une pointe de fierté dans la voix. Les lettres, les chiffres et des histoires. Elle raconte beaucoup d'histoires. Mais elle prend toujours soin de nous, continua Camille. Même quand elle est vraiment malade. Elle dit que nous sommes son plus grand trésor. Jean-Luc écoutait, sentant un mélange d'admiration et d'horreur grandir en lui. Ses enfants et leur grand-mère vivaient dans des conditions qu'il pouvait à peine imaginer, faisant face à des défis qui briseraient de nombreux adultes. Et pourtant, confrontées à une chance d'améliorer leur vie en utilisant l'argent de son portefeuille, elles avaient choisi l'honnêteté. « Vous êtes très courageuses, toutes les deux, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Et votre grand-mère doit être une femme incroyable. » Les jumelles sourirent, une touche de fierté brillant dans leurs yeux fatigués. Il était clair que malgré toutes les difficultés, l'amour et le respect qu'elles ressentaient pour leur grand-mère étaient inébranlables. « Comment s'appelle votre grand-mère » demanda Jean-Luc, saisi d'une curiosité soudaine. Quelque chose dans leur histoire résonnait profondément en lui, comme s'il était sur le point de faire une grande révélation. « Geneviève » répondit Amélie, son visage s'illuminant à la mention du nom. « Geneviève Fournier. » Le monde sembla se figer autour de Jean-Luc. L'air quitta ses poumons comme s'il avait reçu un coup de poing, et pendant un instant, il eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Il se leva brusquement, titubant de quelques pas en arrière, l'esprit en plein désarroi. « Monsieur le Président » appela Isabelle, l'inquiétude claire dans sa voix. Jean-Luc l'entendit à peine. Son esprit était inondé de souvenirs longtemps enfouis, refaisant maintenant surface avec une force écrasante. Geneviève Fournier. Le nom résonnait dans sa tête, apportant des images d'un sourire bienveillant et de mains rendues rugueuses par le travail acharné. Une femme qui avait été plus qu'une employée dans la maison de son enfance. Elle avait été une seconde mère, une source d'amour et de conseils quand il en avait le plus besoin. « Ça ne peut pas être » murmura-t-il pour lui-même, sa voix à peine audible. Les jumelles le regardaient avec de grands yeux, effrayés par sa réaction soudaine. Jean-Luc se força à retrouver son calme, conscient de la peur qu'il devait leur causer. Il tourna son attention vers elle, luttant pour garder sa voix calme. « Votre grand-mère » commença-t-il, incapable d'empêcher sa voix de trembler légèrement. « A-t-elle déjà mentionné avoir travaillé pour une famille nommée Dubois ?» Amélie et Camille échangèrent des regards confus avant qu'Amélie ne réponde, sa voix remplie de surprise. « Oui, monsieur. Parfois, elle nous raconte des histoires sur un garçon nommé Jimmy dont elle s'occupait. Elle dit qu'il était comme un fils pour elle. » Les mots d'Amélie frappèrent Jean-Luc comme la foudre. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, et il ne fit aucun effort pour les retenir. La prise de conscience de ce qui se passait, l'incroyable coïncidence, ou peut-être le destin, qui avait amené ses filles à lui, était presque trop difficile à supporter. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-il, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Isabelle s'approcha, posant une main de soutien sur son épaule. « Jean-Luc » demanda-t-elle doucement, oubliant momentanément les formalités. Jean-Luc se tourna vers elle, ses yeux brillants d'un mélange de douleur et d'espoir. « Isabelle, c'est elle. C'est Geneviève. Elle s'est occupée de moi quand j'étais enfant. Elle était comme une seconde mère pour moi. J'ai perdu contact avec elle il y a des années. Je pensais que je ne la reverrais jamais. » Il se retourna vers les jumelles qui le regardaient avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Il s'accroupit une fois de plus, prenant leurs petites mains dans les siennes. « Amélie, Camille, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Votre grand-mère, elle était très importante pour moi il y a longtemps. Je pensais l'avoir perdue pour toujours. Vous n'avez aucune idée du cadeau que vous m'avez fait aujourd'hui. » Les filles le fixaient avec de grands yeux, commençant à saisir l'ampleur de ce moment. « Êtes-vous Jimmy » demanda timidement Camille, une étincelle de reconnaissance dans son regard. Jean-Luc hocha la tête,
un sourire tremblant sur ses lèvres. « Oui, je le suis. Votre grand-mère m'appelait comme ça. Je n'étais qu'un garçon quand elle s'occupait de moi, mais elle a changé ma vie d'une manière que je n'ai réalisée que maintenant. » Amélie, toujours la plus courageuse, fit un pas en avant, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de supplique. « Pouvez-vous aider grand-mère? Elle est vraiment malade. » La question ramena Jean-Luc à la réalité de la situation. Sa chère Geneviève, sa bien-aimée Geneviève, était malade et sans abri. La culpabilité l'envahit, mêlée à une détermination féroce. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Comment avait-il perdu le contact avec quelqu'un de si important? Il se leva, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. Sa posture changea, l'homme cédant la place au président, mais ses yeux conservaient une douceur rarement vue en public. « Isabelle, appela-t-il, sa voix maintenant ferme et décisive. « Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. Appelez une ambulance et mon médecin personnel, et préparez une chambre d'amis à la résidence officielle. » Se tournant vers les jumelles, il sourit, un sourire plein de promesses et d'espoir. « Nous allons chercher votre grand-mère tout de suite. Je veillerai à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Et vous deux, vous n'aurez plus à vous soucier d'un endroit pour dormir ou de quelque chose à manger. » Amélie et Camille se regardèrent, un mélange de soulagement et d'incrédulité traversant leurs jeunes visages. « Vraiment ?» Le soleil de l'après-midi commençait déjà à décliner lorsque le cortège présidentiel arriva dans le quartier qu'Amélie et Camille avaient indiqué. Le contraste entre les voitures luxueuses et les rues usées était saisissant, attirant les regards curieux et lasses des quelques passants. Jean-Luc Dubois, président de la République française, sentit son cœur s'emballer à l'approche de l'endroit. Les jumelles, assises à côté de lui, sur la banquette arrière de la limousine, alternaient entre l'excitation d'être dans une voiture aussi chic et l'inquiétude pour l'état de leur grand-mère. « C'est là-bas, monsieur le président », dit Amélie en pointant un coin où un auvent en lambeaux dépassait du trottoir. La voiture s'arrêta, et avant que la sécurité ne puisse ouvrir la porte, Jean-Luc sortait déjà, les filles juste derrière lui. Il s'arrêta un instant, ses yeux scrutant le monticule de carton et de vieilles couvertures, formant un abri de fortune. « Grand-mère » appela Camille, sa petite voix tremblant d'anxiété. Un instant, il n'y eut que le silence. Puis, un faible mouvement parmi les couvertures et un léger gémissement firent se figer Jean-Luc. « Geneviève » appela-t-il, sa voix à peine un murmure. Lentement, une silhouette émergea des couvertures. Geneviève Fournier, autrefois une femme forte et vibrante, ressemblait maintenant à une ombre d'elle-même. Son visage était pâle et émacié, ses yeux enfoncés et brillants de fièvre. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle voyait. « Jimmy » murmura-t-elle, sa voix rauque et faible. « Est-ce vraiment toi, mon garçon ?» Jean-Luc sentit les larmes monter à nouveau à ses yeux. En un instant, il n'était plus le président, mais le petit garçon que Geneviève avait élevé avec tant d'amour. Il s'agenouilla à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Oui, Geneviève, c'est moi, » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je suis là. » Geneviève essaya de s'asseoir, mais fut submergée par une quinte de toux qui secoua son corps frêle. Jean-Luc la tenait doucement, sentant la chaleur de sa fièvre à travers ses vêtements fins. « Oh, Jimmy » réussit-elle à dire entre deux respirations saccadées. « Tu as tellement grandi, mon garçon. Un homme si important maintenant. » Amélie et Camille s'approchèrent timidement, leurs petits visages pleins d'inquiétude. « Grand-mère, » commença Amélie, « nous avons amené de l'aide. Le président va s'occuper de toi. » Geneviève regarda les jumelles, un faible sourire éclairant son visage fatigué. « Mes petites héroïnes, » murmura-t-elle, « vous avez toujours été si courageuses. » Jean-Luc regardait l'interaction, le cœur brisé par l'état de Geneviève. Comment cela avait-il pu arriver? Comment avait-il permis que la femme qu'il avait élevée finisse dans la rue? « Geneviève, » dit-il doucement, « nous vous emmenons à l'hôpital. Vous avez besoin de soins médicaux. » Elle secoua faiblement la tête. « Non, Jimmy, je ne peux pas laisser les filles.
Elles ont besoin de moi. Nous nous occuperons d'elles, assura Jean-Luc. Je vous le promets, mais pour l'instant, vous devez prendre soin de vous. À ce moment, les sirènes signalèrent l'arrivée de l'ambulance. Les ambulanciers s'approchèrent rapidement, évaluant la situation. « Monsieur le Président » s'adressa l'un d'eux à Jean-Luc, « nous devons la transporter immédiatement. Elle a une forte fièvre et présente des signes de pneumonie sévère. » Jean-Luc hocha la tête, sentant un nœud dans son estomac. Il se tourna vers Geneviève, qui semblait maintenant dériver entre conscience et inconscience. « Geneviève, » appela-t-il doucement, « nous vous emmenons à l'hôpital maintenant. Les filles seront en sécurité, je vous le promets. » Geneviève ouvrit les yeux, son regard flou se posant sur Jean-Luc. « Jimmy, » murmura-t-elle, « pardonne-moi. J'aurais dû te le dire, j'aurais dû t'expliquer. » « Chut, la calma Jean-Luc, il n'y a rien à pardonner. Reposez-vous maintenant. Nous parlerons quand vous irez mieux. » Alors que les ambulanciers préparaient Geneviève pour le transport, Jean-Luc se tourna vers Amélie et Camille. Les jumelles s'accrochaient à lui, leur petit corps tremblant de peur et d'épuisement. « Tout va bien, leur assura-t-il, s'agenouillant à leur niveau. « Votre grand-mère recevra les meilleurs soins possibles. Et vous venez avec moi. Je veillerai sur vous jusqu'à ce qu'elle aille mieux. » Amélie, toujours la porte-parole, demanda d'une voix tremblante « Vous promettez de ne pas nous séparer ?» Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Je le promets, » dit-il solennellement. « Vous resterez ensemble. Rien ne vous séparera. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu, Jean-Luc partageant son attention entre Geneviève, qui n'était qu'à moitié consciente dans l'ambulance, et les jumelles qui s'accrochaient à lui dans la limousine suivante. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, une équipe de médecins attendait déjà Geneviève. Jean-Luc regarda, impuissant, alors qu'elle était emmenée d'urgence dans la zone d'urgence, les jumelles s'accrochant à lui, leur petit corps tremblant de peur et d'épuisement. Les heures suivantes furent un flou d'attente anxieuse et de conversations chuchotées avec les médecins. Jean-Luc passa d'innombrables appels, mobilisant des ressources et des personnes pour s'assurer que Geneviève reçoive le meilleur traitement possible. Finalement, tard dans la nuit, le médecin-chef s'approcha de Jean-Luc avec une mise à jour sur l'état de Geneviève. La pneumonie était sévère, compliquée par la malnutrition et une exposition prolongée à des conditions difficiles. Les 48 prochaines heures seraient aux critiques. Jean-Luc passa les jours suivants déchiré entre ses responsabilités présidentielles et de longues heures à l'hôpital. Amélie et Camille furent temporairement logées dans une suite sécurisée, sous la garde d'une équipe de confiance. Mais Jean-Luc s'assura de leur rendre visite quotidiennement, tenant sa promesse de ne pas les séparer. C'est dans l'après-midi du 3e jour que Geneviève se réveilla enfin, vraiment lucide pour la première fois depuis son admission. Jean-Luc était à son chevet quand elle ouvrit les yeux, son regard se concentrant immédiatement sur lui. « Jimmy, » dit-elle, sa voix encore faible mais claire, « tu es vraiment là. » Jean-Luc lui prit la main, sentant les larmes piquer ses yeux. « Je suis là, Geneviève, et je ne vais nulle part. » Geneviève sourit faiblement, puis son expression s'assombrit d'inquiétude. « Les filles, Amélie et Camille ?»« Elles sont en sécurité, » la rassura rapidement Jean-Luc. « Je m'occupe d'elles, comme je l'ai promis. Elles meurent d'envie de vous voir. » Geneviève se détendit visiblement, fermant les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination dans son regard que Jean-Luc reconnaissait de son enfance. « Jimmy, » commença-t-elle, « il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que c'est, Geneviève? Vous pouvez tout me dire. » Geneviève prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « C'est à propos de la nuit où je suis parti, la nuit qui a tout changé. » Jean-Luc se pencha plus près, son esprit dérivant vers cette nuit, il y a tant d'années, quand il n'avait que 12 ans. La nuit où Geneviève, la femme qui l'avait élevé depuis qu'il était bébé, avait disparu sans explication. « Je travaillais tard cette nuit-là, » commença Geneviève, sa voix basse mais stable. « Tout le monde pensait que j'étais déjà rentré chez moi,
mais je finissais quelques petites choses dans la cuisine. C'est là que j'ai entendu des voix venant du bureau de ton père. Jean-Luc écoutait attentivement, sentant qu'il était sur le point de découvrir une vérité longtemps enfouie. C'était ton père, Gérard, et ta mère, Jacqueline. Ils se disputaient à propos d'argent, de grosses sommes d'argent. Geneviève fit une pause, des larmes se formant dans ses yeux. Jimmy, ton père détournait des millions de l'entreprise. Et ta mère, elle savait tout. Jean-Luc eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ses parents, qu'il avait toujours considérés comme des modèles d'intégrité, impliqués dans un détournement de fonds massif. Je ne voulais pas écouter, continua Geneviève, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Plus j'en entendais, pire c'était. Il parlait de comptes offshore, de pots de vin, de la façon dont personne ne le découvrirait jamais. Mais quelqu'un l'a découvert, dit doucement Jean-Luc. Vous. Geneviève hocha la tête tristement. C'était mon erreur. J'ai laissé tomber quelque chose. J'ai fait un bruit. Ils m'ont entendu. Jacqueline m'a trouvé dans la cuisine. Elle a immédiatement compris que j'avais tout entendu. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Geneviève. Elle m'a accusé d'espionnage, d'essayer de faire chanter la famille. Elle a dit qu'elle appellerait la police si je ne disparaissais pas immédiatement, que personne ne croirait une gouvernante plutôt que leurs paroles. Jean-Luc sentit une colère grandissante en lui, mais se força à rester calme. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide ?» Geneviève le regarda avec tant d'amour et de tristesse que Jean-Luc sentit son cœur se briser. « Oh, Jimmy, tu n'étais qu'un garçon brillant avec des rêves de changer le monde. Comment aurais-je pu détruire ta famille, ta confiance? Comment aurais-je pu risquer ton avenir? » « Alors vous avez choisi de partir, conclut Jean-Luc, la prise de conscience se faisant enfin jour. Geneviève hocha la tête. C'était la décision la plus difficile de ma vie. Te quitter, c'était comme m'arracher un morceau de mon cœur. Mais je pensais que je te protégeais. Je pensais que je préservais ton avenir. Jean-Luc resta silencieux un long moment, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. Son esprit tourbillonnait avec les implications, non seulement pour son passé personnel, mais aussi pour sa carrière politique, construite en partie sur l'héritage de sa famille. « Geneviève, dit-il finalement, sa voix tremblant légèrement, vous avez tout sacrifié pour moi. » Geneviève sourit tristement. « Tu étais comme un fils pour moi, Jimmy. Tu l'es toujours. Je referais tout si je le devais. » Jean-Luc sentit des larmes couler sur ses joues. Il se pencha et serra doucement Geneviève dans ses bras, attentif au tube et au moniteur qui l'entourait. « Je suis tellement désolé, chuchota-t-il. Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Mais maintenant je vais arranger les choses. Je m'occuperai de vous et des filles, et je découvrirai toute la vérité, peu importe les conséquences. » Geneviève lui serra faiblement la main. « Fais attention, Jimmy, la vérité peut être dangereuse. » Jean-Luc se recula, essuyant ses larmes. Une nouvelle détermination illumina ses yeux. « La vérité est nécessaire, Geneviève. Pour vous, pour moi, pour le pays, et je la trouverai, quel qu'en soit le prix. » Alors que Geneviève dérivait dans un sommeil épuisé, Jean-Luc resta à ses côtés, son esprit en course. La journée qui avait commencé avec un portefeuille perdu s'était transformée en catalyseur d'une révélation menaçant d'ébranler les fondations de sa vie et de sa présidence. Mais une chose était certaine, il ne se reposerait pas tant que justice ne serait pas faite. Pour Geneviève, pour Amélie et Camille, et pour tous ceux qui, comme elle, avaient été victimes d'un système favorisant les puissants au détriment des vulnérables. La route à venir serait difficile, mais Jean-Luc Dubois, le garçon que Geneviève avait élevé pour être juste et courageux, était prêt à y faire face. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, serait révélée. Et avec elle, peut-être, viendrait la chance d'un nouveau départ, non seulement pour sa famille réunie, mais pour la nation entière. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip doux des moniteurs et de la respiration encore un peu laborieuse de Geneviève. Jean-Luc était assis à côté du lit, son esprit traitant encore les révélations explosives qu'il venait d'entendre.
Geneviève, de son côté, semblait plus légère, comme si un secret longtemps gardé avait enfin été levé de ses épaules. « Geneviève, commença doucement Jean-Luc, je ne sais même pas par où commencer. Toutes ces années... » Geneviève sourit tristement. « Je sais, Jimmy, c'est beaucoup à encaisser, mais il y a plus que tu dois savoir, sur ce qui s'est passé après mon départ. » Jean-Luc hocha la tête, se préparant émotionnellement. « S'il vous plaît, dites-moi tout. » Geneviève prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces. « Quand j'ai quitté la demeure cette nuit-là, je n'avais rien d'autre que les vêtements que je portais et quelques francs en poche. Je ne pouvais pas retourner chercher mes affaires, de peur que Jacqueline ne mette sa menace à exécution. » Elle fit une pause, son regard lointain, se remémorant ces moments difficiles. « Les premières semaines ont été les plus dures. J'ai dormi dans des foyers, j'ai fait des petits boulots ici et là. Je ne pouvais pas utiliser mes références précédentes, craignant que ta famille ne me retrouve. » Jean-Luc sentit une vague de culpabilité l'envahir. Pendant qu'il grandissait dans le confort et le privilège, Geneviève luttait pour survivre. « Finalement, continua-t-elle, j'ai trouvé un emploi comme femme de ménage dans un hôtel bon marché. Le salaire était misérable, mais au moins j'avais un toit sur la tête. C'est là que j'ai rencontré André. » Un petit sourire effleura les lèvres de Geneviève. André était un homme bon, un concierge dans le même hôtel. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés. Pendant un temps, il a semblé que les choses s'amélioraient. « Vous avez fondé une famille, » dit doucement Jean-Luc. Geneviève hocha la tête. « Nous avons eu une fille, Marie. Oh, Jimmy, elle était si belle. Elle avait tes yeux, tu sais. Parfois, quand je la regardais, je me souvenais de toi, petit garçon. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Geneviève. Mais la vie a une manière cruelle de nous surprendre. André est mort dans un accident du travail quand Marie avait juste 2 ans. Soudain, j'étais veuve avec un petit enfant à élever. Jean-Luc tenait la main de Geneviève, lui offrant un réconfort silencieux alors qu'elle continuait. J'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé 2, parfois 3 emplois. Marie a grandi pour devenir une fille merveilleuse, forte et déterminée. Elle s'est mariée jeune, a eu les jumelles. Amélie et Camille étaient la lumière de nos vies. Geneviève fit une pause, son expression devenant sombre. Puis, il y a 2 ans, Marie et son mari ont été tués dans un accident de voiture. Les jumelles, par miracle, ont survécu. Soudain, à 66 ans, j'étais de nouveau responsable de 2 petits-enfants. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Oh, Geneviève ! J'ai essayé, Jimmy. J'ai essayé si fort. Mais les emplois étaient rares pour quelqu'un de mon âge. Les factures se sont accumulées. L'appartement que nous partagions avec Marie et son mari, nous ne pouvions pas le garder. » Geneviève laissa échapper un sanglot. Avant que je ne m'en rende compte, nous étions dans la rue. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Geneviève, et Jean-Luc ne put retenir les siennes. L'injustice de tout cela était écrasante. Les rues sont dures, Jimmy. Surtout pour de jeunes enfants. J'ai fait de mon mieux pour les protéger, les garder nourris et au chaud. Mais chaque jour était une bataille. Geneviève regarda droit dans les yeux de Jean-Luc. « Tu sais ce qui m'a fait tenir ? Me souvenir de toi. Penser au petit garçon que j'avais élevé. Imaginer l'homme que tu deviendrais. » Jean-Luc eut l'impression que son cœur était en train d'être broyé. « Geneviève, j'aurais dû vous chercher. J'aurais dû faire plus. » Geneviève secoua la tête. « Non, Jimmy, tu ne savais pas ? Comment aurais-tu pu ? J'ai disparu de ta vie sans un mot. Mais sache ceci, pendant toutes ces années, à travers toutes les épreuves, je n'ai jamais cessé de t'aimer comme un fils. » Jean-Luc ne put se retenir plus longtemps. Il se pencha et serra doucement Geneviève dans ses bras, les larmes mouillant son épaule. « Je suis tellement désolé, » sanglota-t-il. « Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. » Geneviève caressa le dos de Jean-Luc, comme elle le faisait quand il était enfant. « Chut, tout va bien maintenant. Nous sommes de nouveau ensemble. C'est ce qui compte. » Quand Jean-Luc se recula enfin, ses yeux étaient rouges, mais une nouvelle détermination y brillait. « Geneviève, je vous promets que je vais arranger ça.
Je m'occuperai de vous et des filles. Et je découvrirai toute la vérité sur ce que mes parents ont fait. » Geneviève le regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Fais attention, Jimmy. Tes parents, ils sont puissants. Et la vérité pourrait avoir des répercussions bien au-delà de notre petite famille. » Jean-Luc hocha la tête gravement. « Je sais, mais je ne peux pas l'ignorer. En tant que président, j'ai le devoir de rechercher la vérité et la justice. Et en tant que l'homme que vous avez élevé, j'ai l'obligation morale de faire ce qui est juste. » Geneviève sourit, un sourire rempli de fierté et d'amour. « Tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu serais, Jimmy. Fort, juste et courageux. » Jean-Luc tenait la main de Geneviève, son esprit déjà en course avec ce qu'il devait faire ensuite. « Je vais lancer une enquête discrète. Nous devons découvrir l'étendue du détournement de fonds et qui d'autre était impliqué. Et Geneviève, nous devons assurer votre sécurité et celle des filles. » Geneviève hocha la tête, l'épuisement commençant à la rattraper une fois de plus. « Je te fais confiance, Jimmy. Je l'ai toujours fait. » Alors que Geneviève s'endormait, Jean-Luc resta à ses côtés, son esprit en plein désarroi. Les révélations de cette journée avaient ébranlé les fondations de son monde. Son enfance privilégiée, l'ascension politique de sa famille, sa propre présidence, tout était maintenant vu sous un jour nouveau et troublant. Jean-Luc savait que les jours à venir seraient difficiles. Enquêter sur ses propres parents, exposer un système de corruption qui s'étendait probablement bien au-delà de sa famille, gérer les retombées politiques et personnelles, tout cela serait le plus grand défi de sa vie. Mais en regardant Geneviève, le visage de la femme qui avait tout sacrifié pour le protéger, Jean-Luc comprit qu'il n'avait pas le choix. Il affronterait cette tempête, quel qu'en soit le coût. Pour Geneviève, pour Amélie et Camille, et pour tous ceux qui, comme elle, avaient été victimes d'un système qui favorisait les puissants. Se levant silencieusement, Jean-Luc jeta un dernier regard à Geneviève avant de quitter la chambre. Il avait du travail à faire, une enquête discrète à lancer, des mesures de sécurité à mettre en place et une vérité douloureuse à affronter. La route à venir serait difficile, mais Jean-Luc Dubois était prêt à la parcourir. Avec la force que Geneviève lui avait enseignée et l'intégrité qu'elle avait nourrie en lui, il affronterait les conséquences de tant d'années de silence. Et peut-être, ce faisant, pourrait-il commencer à réparer non seulement sa famille réunie, mais aussi le pays qu'il avait juré de servir. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'hôpital, Jean-Luc se fit une promesse silencieuse, à lui-même et à Geneviève. Il découvrirait la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et à la fin, il chercherait la justice. Pour Geneviève, pour sa famille, et pour tous ceux qui avaient été réduits au silence pendant trop longtemps. La journée qui avait commencé avec un portefeuille perdu était devenue le catalyseur d'un changement qui résonnerait pour les générations à venir. Et Jean-Luc Dubois, le garçon que Geneviève avait élevé pour être juste et courageux, était prêt à mener ce changement, peu importe le coût personnel ou politique. Le bureau de l'Élysée était tendu de silence. Jean-Luc Dubois, président de la République, se tenait derrière son bureau, le regard fixé sur la porte. À côté de lui, Geneviève Fournier était assise dans un fauteuil confortable, les mains jointes sur ses genoux, un mélange de nervosité et de détermination dans les yeux. Le son de pas approchant fit se redresser Jean-Luc. La porte s'ouvrit et Isabelle, sa secrétaire, annonça « Monsieur le Président, vos parents sont arrivés. » Jean-Luc hocha la tête. « S'il vous plaît, faites-les entrer. » Jacqueline et Gérard Dubois entrèrent dans la pièce, leurs visages révélant confusion et inquiétude. En voyant Geneviève, ils s'arrêtèrent tous les deux brusquement, le choc clair dans leurs expressions. « Jean-Luc, que se passe-t-il » demanda Jacqueline, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi Geneviève est-elle ici ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration, luttant pour contrôler la tempête d'émotions en lui. « Mère, Père, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » À contre-cœur, Jacqueline et Gérard s'assirent, leurs yeux passant de Jean-Luc à Geneviève. « Avant de commencer, dit fermement Jean-Luc, je veux que vous sachiez que cette conversation est enregistrée. Tout ce qui sera dit ici
aura des conséquences juridiques. Gérard pâlit. « Jean-Luc, mon fils, de quoi s'agit-il » Jean-Luc regarda Geneviève, qui hocha légèrement la tête. « Geneviève, dit-il doucement, pourriez-vous leur dire ce que vous m'avez dit sur la nuit où vous êtes partie » Geneviève prit une profonde inspiration et commença à raconter les événements de cette nuit fatidique, il y a tant d'années. Elle parla de la conversation de Gérard et Jacqueline, qu'elle avait surprise, du détournement de fonds, de la menace de Jacqueline. Sa voix était calme, sans amertume, seulement chargée d'une profonde tristesse. Pendant que Geneviève parlait, Jean-Luc observait attentivement les réactions de ses parents. Gérard semblait se ratatiner sur sa chaise, la culpabilité pesant sur ses épaules. Jacqueline, d'autre part, maintenait une façade de calme, bien que ses yeux trahissent sa panique croissante. Quand Geneviève eut fini, le silence qui suivit fut lourd de décennies de secrets et de mensonges. Jean-Luc rompit finalement le silence. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, regardant directement ses parents. « Avez-vous détourné des millions de l'entreprise? Avez-vous menacé Geneviève pour la faire taire ?» Gérard fut le premier à parler, sa voix se brisant. « Jean-Luc, mon fils, je suis désolé. C'est vrai, ça a commencé par de petits détournements, mais bientôt, c'est devenu incontrôlable. » Jacqueline tenta d'intervenir rapidement. « Gérard, non, nous ne pouvons pas. »« Assez, Jacqueline, » s'exclama Gérard, des larmes remplissant ses yeux. « Assez de mensonges. Notre fils mérite la vérité. Geneviève mérite la vérité. » Jean-Luc sentit un mélange de colère et de douleur en entendant l'aveu de son père. « Pourquoi » demanda-t-il, sa voix tremblant d'une émotion à peine contenue. « Pourquoi feriez-vous cela » Gérard secoua la tête, la honte évidente sur son visage. Au début, c'était pour maintenir le style de vie auquel nous étions habitués. Puis, c'est devenu une addiction. Le pouvoir, l'argent, c'était enivrant. Jacqueline, voyant que le déni était futile, laissa enfin tomber son masque de calme. « Jean-Luc, tu dois comprendre, nous l'avons fait pour toi aussi, pour assurer ton avenir, ta position dans la société. » Jean-Luc sentit une vague de nausée aux paroles de sa mère. « N'osez pas utiliser mon nom pour justifier vos crimes, » dit-il, sa voix tremblant de fureur contenue. « Vous avez ruiné la vie de Geneviève. Elle a tout perdu à cause de votre cupidité et de vos menaces. » Geneviève, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Jacqueline, Gérard, je n'ai aucune rancune contre vous. Mais ce que vous avez fait ne m'a pas seulement blessé, moi. Pensez à toutes les vies affectées par vos actions. » Gérard baissa la tête, les larmes coulant librement. « Geneviève, je suis si désolé. Si désolé. Si nous pouvions revenir en arrière. » Jacqueline, voyant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, craqua finalement. « Je suis désolé aussi, Geneviève. J'ai été cruel avec vous. J'avais si peur de tout perdre. Mais cela ne justifie pas ce que j'ai fait. » Jean-Luc regarda la scène, ressentant un assaut d'émotions. Colère, tristesse, déception. Mais par-dessus tout, une détermination inébranlable à redresser les torts. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, commença-t-il, sa voix ferme, dépasse notre famille. En tant que président, je dois m'assurer que la justice soit rendue. Une enquête complète sera menée. Tous les fonds détournés seront tracés et restitués. » Gérard et Jacqueline hochèrent la tête, vaincus. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas échapper aux conséquences de leurs actions. « Mais avant tout cela, » continua Jean-Luc, « il y a quelque chose que vous devez faire tous les deux. » Il se tourna vers Geneviève. « Geneviève a tout sacrifié pour protéger cette famille, pour me protéger. Elle mérite plus que des mots. » Gérard fut le premier à bouger. Il se leva, trébuchant vers Geneviève, et tomba à genoux devant elle. « Geneviève, » sanglota-t-il, « s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il vous plaît. » Jacqueline, après un moment d'hésitation, suivit son exemple. « Geneviève, » dit-elle, sa voix tremblante, « ce que nous vous avons fait est impardonnable, mais je vous supplie de me pardonner.
Nous avons vécu avec cette culpabilité pendant des décennies. » Geneviève les regarda tous les deux, des larmes dans ses propres yeux. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis, lentement, elle tendit ses mains, touchant les épaules de Gérard et de Jacqueline. « Je vous pardonne, » dit-elle doucement. « Pas pour vous, mais pour moi. J'ai porté ce poids si longtemps. Il est temps de le laisser partir. » Jean-Luc regardait, ressentant un mélange d'admiration et d'amour pour Geneviève. Même après tout ce qu'elle avait enduré, elle trouvait encore dans son cœur la force de pardonner. « Geneviève, » dit-il, la voix épaisse d'émotion, « vous êtes la personne la plus forte et la plus compatissante que j'ai jamais connue. » Geneviève sourit tristement. « La vie est trop courte pour garder des rancunes, Jimmy. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter ce qui a été fait. Cela signifie choisir la paix plutôt que l'amertume. » Gérard et Jacqueline se levèrent, leurs visages tachés de larmes et de remords. Jean-Luc regarda ses parents, une nouvelle résolution dans les yeux. « Ce qui se passera à partir de maintenant ne sera pas facile. Il y aura des conséquences juridiques, financières et publiques. Mais nous ferons cela de la bonne manière, avec honnêteté et intégrité. » Il se tourna vers Geneviève. « Et vous, Geneviève, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de rien. Je m'assurerai que vous et les filles ayez tout ce dont vous avez besoin. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que vous avez sacrifié. » Geneviève sourit, des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci, Jimmy. Mais tout ce que j'ai toujours vraiment voulu, c'était de te voir devenir l'homme que j'ai toujours su que tu serais. Juste, compatissant et courageux. » Alors que la réunion se terminait, Jean-Luc savait que ce n'était que le début. Il y aurait de nombreux défis à venir. Des enquêtes, des procès possibles, un examen public. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une clarté de but. La route à venir serait difficile, mais guidé par l'exemple de Geneviève et sa détermination à corriger les torts du passé, Jean-Luc était prêt à y faire face. Ce n'était pas seulement une histoire de rédemption familiale, mais le début d'un voyage pour apporter plus d'intégrité et de justice à la nation entière. Alors que ses parents quittèrent le bureau, escortés discrètement par des agents de sécurité, Jean-Luc se tourna vers Geneviève. « Êtes-vous prête à commencer ce nouveau chapitre ?» demanda-t-il doucement. Geneviève hocha la tête, un sourire serein sur son visage. « Je le suis, Jimmy. Ensemble, nous pouvons faire une différence. » Et ainsi, dans ce bureau de l'Élysée, une nouvelle ère commença. Une ère de vérité, de réconciliation et, par-dessus tout, d'espoir pour un avenir meilleur. Le bureau de l'Élysée était silencieux, à l'exception du doux tapotement des touches, alors que Jean-Luc travaillait sur son ordinateur. Il était tard dans la nuit, mais le président de la République ne pouvait pas se reposer, pas après tout ce qu'il avait découvert ces derniers jours. Jean-Luc soupira, se frottant les yeux fatigués. Depuis les révélations choquantes sur les crimes de ses parents et le passé de Geneviève, il s'était jeté dans un processus d'enquête et de réparation. Son équipe de confiance, dirigée par Isabelle, sa fidèle secrétaire, travaillait sans relâche pour découvrir la vérité. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il. Isabelle entra, portant un épais dossier. Son visage habituellement calme montrait des signes d'inquiétude. « Monsieur le Président, nous avons les résultats préliminaires de l'enquête interne sur les finances de la campagne. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. Il savait que ce qu'il allait entendre ne serait pas bon. « Écoutons ça, Isabelle. » Elle s'assit en face de lui, ouvrant le dossier. « Monsieur, notre équipe a découvert plusieurs virements de fonds provenant de comptes offshore vers les fonds de la campagne. Ces comptes, ils sont directement liés aux détournements effectués par votre père, Gérard Dubois. » Jean-Luc ferma les yeux un instant, sentant le poids de cette révélation. Quand il les rouvrit, son expression était résolue. « Combien ? » « Environ 30% des fonds de la campagne, monsieur, » répondit Isabelle, sa voix basse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Luc se leva, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, Paris dormait,
ignorant le séisme politique sur le point de se produire. « Isabelle, dit-il finalement en se retournant, j'ai besoin que vous convoquiez une réunion d'urgence avec mon équipe de communication et mes conseillers juridiques. Immédiatement. » Isabelle hocha la tête, se levant déjà. « Quel sera l'ordre du jour, monsieur ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Je vais faire une déclaration publique. Le peuple français mérite de connaître la vérité. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Monsieur le Président, les implications de ceci. »« Je sais, » l'interrompit doucement Jean-Luc. « Mais je ne peux pas, je ne veux pas, continuer cette présidence basée sur un mensonge. Il est temps de faire le ménage, Isabelle, en commençant par moi-même. » Elle hocha la tête, reconnaissant la gravité et la bravoure de sa décision. « Compris, monsieur. Je vais appeler l'équipe immédiatement. » Après qu'Isabelle fut partie pour exécuter ses ordres, Jean-Luc se retourna vers la fenêtre. Ses pensées dérivèrent vers Geneviève, Amélie et Camille. Elles avaient tant sacrifié, vécu avec si peu, pendant que lui profitait des fruits d'une corruption dont il ignorait même l'existence. Les heures suivantes furent un tourbillon de réunions intenses, de discussions animées et de planifications méticuleuses. Les conseillers juridiques l'avertirent des répercussions juridiques possibles. Les stratèges politiques argumentèrent sur l'impact sur l'opinion publique. Mais Jean-Luc resta inébranlable. Quand le soleil commença à se lever sur les toits de Paris, le discours était prêt. Jean-Luc insista pour en écrire la plus grande partie lui-même. Ce seraient ses mots, sa confession, sa promesse au peuple français. Avant de se préparer à affronter les caméras, Jean-Luc passa un appel téléphonique. « Geneviève, dit-il quand elle décrocha, je suis sur le point de faire quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. » La voix de Geneviève était calme à l'autre bout du fil. « Tu vas dire la vérité au peuple, n'est-ce pas ?» Jean-Luc sourit tristement. Geneviève l'avait toujours connu mieux que quiconque. « Oui, je ne peux pas continuer cette mascarade. Le peuple mérite de savoir. »« Je suis fier de toi, Jimmy, » dit doucement Geneviève. « Tu fais ce qui est juste, peu importe le coût. » Ces mots, venant de la femme qui avait tout sacrifié pour lui, donnèrent à Jean-Luc la force finale dont il avait besoin. « Merci, Geneviève, pour tout. » Quelques minutes plus tard, Jean-Luc se tenait devant les caméras dans le bureau de l'Élysée. Le monde entier regardait le président de la République française se préparer à faire une annonce sans précédent. « Mes chers compatriotes », commença Jean-Luc, sa voix stable malgré la tempête d'émotions en lui. « Je me présente devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que votre président, mais en tant qu'homme qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est vitale pour la santé de notre démocratie. » Il fit une pause, regardant directement dans la caméra. « Récemment, j'ai découvert qu'une partie importante des fonds utilisés dans ma campagne présidentielle provenait d'activités illicites, de l'argent détourné par mon propre père au fil des ans, sans que j'en aie connaissance jusqu'à il y a quelques jours. » Un murmure audible vint du personnel dans la pièce. Jean-Luc continua, implacable. « Je comprends que cette révélation soulève de sérieuses questions sur la légitimité de ma présidence. Je veux assurer à chacun d'entre vous qu'une enquête complète et indépendante sera menée. Chaque centime sera tracé, chaque personne impliquée tenue pour responsable, y compris les membres de ma propre famille. » Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je veux aussi partager une histoire de courage et d'intégrité qui m'a inspiré à prendre cette décision difficile. » Il raconta alors l'histoire de Geneviève, sans la nommer, détaillant son sacrifice, sa lutte et son incroyable force de caractère. En parlant, Jean-Luc remarqua des larmes dans les yeux de plusieurs membres de son équipe. « Cette femme extraordinaire, conclut-il, m'a appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de cacher nos erreurs, mais de les affronter de front. C'est avec cet esprit que je me présente devant vous aujourd'hui. » Jean-Luc se redressa, son expression sérieuse mais déterminée. « Dans les semaines à venir, je travaillerai sans relâche avec le Parlement et les autorités compétentes pour déterminer la meilleure marche à suivre. »
S'il est déterminé que ma présidence a été irrémédiablement compromise par ces fonds illicites, je serai prêt à me retirer. » Un silence stupéfait tomba sur la pièce. « Mais, continua Jean-Luc, tant que j'occuperai ce bureau, je consacrerai chaque instant à corriger ce tort, à mettre en œuvre des réformes pour éviter que cela ne se reproduise et à restaurer la confiance que vous avez placée en moi. » Il fit une dernière pause, ses yeux brillant d'une émotion contenue. « Je demande la compréhension et le soutien du peuple français pendant cette période difficile. Ensemble, nous pouvons transformer ce moment de crise en une opportunité de renforcer notre démocratie et de réaffirmer nos valeurs fondamentales d'honnêteté et d'intégrité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République française. » Merci. Les caméras s'éteignirent et pendant un instant, le silence régna dans le bureau de l'Élysée. Puis, lentement, des applaudissements commencèrent. Ils partirent d'Isabelle et se propagèrent dans toute la pièce. L'équipe de Jean-Luc, malgré son choc et son inquiétude, reconnut le courage monumental de son action. Jean-Luc savait que les jours à venir seraient turbulents. Des enquêtes, peut-être une procédure de destitution et certainement un examen implacable de la part des médias et du public. Mais pour la première fois depuis des jours, il se sentait en paix. En quittant le bureau de l'Élysée, ses pensées se tournèrent vers Geneviève, Amélie et Camille. Peu importe ce qui arriverait à sa présidence, il avait tenu la promesse qu'il s'était faite. Il avait honoré l'exemple d'intégrité que Geneviève lui avait donné. L'avenir était incertain, mais Jean-Luc Dubois était prêt à y faire face, avec la vérité comme boussole et le courage comme force. Il était préparé à toute tempête à venir. Et peut-être, juste peut-être, de cette crise pourrait émerger une nation plus forte et plus juste. Le bureau de l'Élysée était silencieux, à l'exception du doux tapotement des touches, alors que Jean-Luc travaillait sur son ordinateur. Il était tard dans la nuit, mais le président de la République ne pouvait toujours pas se reposer, pas après tout ce qu'il avait découvert ces derniers jours. Jean-Luc soupira, se frottant les yeux fatigués. Depuis les révélations choquantes sur les crimes de ses parents et le passé de Geneviève, il s'était plongé tête baissée dans un processus d'enquête et de réparation. Son équipe de confiance, dirigée par Isabelle, sa fidèle secrétaire, travaillait sans relâche pour déterrer la vérité. Un léger coup à la porte interrompit le fil de ses pensées. « Entrez », dit-il. Isabelle entra, portant un épais dossier. Son visage habituellement calme montrait des signes d'inquiétude. « Monsieur le Président, nous avons les résultats préliminaires de l'enquête interne sur les finances de la campagne. » Jean-Luc sentit son estomac se serrer. Il savait que ce qu'il allait entendre ne serait pas bon. « Allez-y, Isabelle. » Elle s'assit en face du bureau, ouvrant le dossier. « Monsieur, notre équipe a découvert plusieurs transferts de fonds provenant de comptes offshore vers les comptes de la campagne. Ces comptes, ils sont directement liés au détournement effectué par votre père, Gérard Dubois. » Jean-Luc ferma brièvement les yeux, absorbant le poids de cette révélation. Quand il les rouvrit, son expression était résolue. « Combien ? » « Environ 30% des fonds de la campagne, monsieur, » répondit Isabelle, sa voix basse. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jean-Luc se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, Paris dormait, ignorant le séisme politique sur le point de se produire. « Isabelle, » dit-il finalement en se retournant, « j'ai besoin que vous convoquiez une réunion d'urgence avec mon équipe de communication et mes conseillers juridiques. Immédiatement. » Isabelle hocha la tête, se levant déjà. « Quel devrait être l'ordre du jour, monsieur ?» Jean-Luc prit une profonde inspiration. « Je vais faire une annonce publique. Le peuple français mérite de connaître la vérité. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Monsieur le Président, les implications. »« Je sais, » l'interrompit doucement Jean-Luc, « mais je ne peux pas, et je ne veux pas continuer cette mascarade. Il est temps de faire le ménage, Isabelle. En commençant par moi. » Les heures qui suivirent passèrent dans un tourbillon de réunions intenses, de débats animés et de planifications méticuleuses. Les conseillers juridiques l'avertirent des conséquences juridiques potentielles,
Les stratèges politiques argumentèrent sur l'impact sur l'opinion publique, mais Jean-Luc resta ferme. Quand le soleil commença à se lever sur les toits de Paris, le discours était prêt. Jean-Luc avait insisté pour en écrire la plus grande partie lui-même. Ce seraient ses mots, sa confession, sa promesse au peuple français. Avant d'affronter les caméras, Jean-Luc passa un appel à Geneviève. Sa voix, calme et réconfortante, lui donna le dernier élan dont il avait besoin. Quelques minutes plus tard, Jean-Luc se tenait devant les caméras dans le bureau de l'Élysée. Le monde entier regardait le président de la République française se préparer à faire une annonce sans précédent. « Mes chers compatriotes », commença Jean-Luc, sa voix stable malgré le tourbillon d'émotions en lui. « Je viens à vous aujourd'hui, non seulement en tant que votre président, mais en tant qu'homme qui croit que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est essentielle à la santé de notre démocratie. » Il fit une pause, regardant directement la caméra. Récemment, j'ai découvert qu'une partie importante des fonds utilisés dans ma campagne présidentielle provenaient d'activités illicites, des fonds détournés par mon propre père au fil des ans, dont je ne savais rien jusqu'à il y a quelques jours. Un murmure audible s'éleva de l'équipe dans la pièce. Jean-Luc poursuivit, imperturbable. Je comprends que cette révélation soulève de sérieuses questions sur la légitimité de ma présidence. Je veux vous assurer qu'une enquête complète et indépendante sera menée. Chaque centime sera tracé, chaque personne impliquée tenue pour responsable, y compris les membres de ma propre famille. Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de continuer. Bien que je n'ai eu aucune connaissance de la provenance de ces fonds au moment de la campagne, je reconnais qu'en tant que candidat et maintenant en tant que président, la responsabilité ultime m'incombe. J'accepte pleinement cette responsabilité et suis prêt à faire face à toutes les conséquences qui pourraient en découler. Il détailla ensuite les mesures qui seraient prises. Une commission indépendante serait formée pour enquêter non seulement sur les finances de la campagne, mais sur tous les aspects de son administration. Jean-Luc promit une transparence totale et une coopération avec toutes les enquêtes. Je veux aussi partager avec vous une histoire de courage et d'intégrité qui m'a inspiré à prendre cette décision difficile, continua Jean-Luc. Il raconta l'histoire de Geneviève sans la nommer, détaillant son sacrifice, ses luttes et son caractère remarquable. Jean-Luc se redressa, son expression sombre mais résolue. Dans les semaines à venir, je travaillerai sans relâche avec le Parlement et les autorités compétentes pour déterminer la meilleure marche à suivre. S'il est déterminé que ma présidence a été irrémédiablement compromise par ces fonds illégaux, je serai prêt à accepter les conséquences, y compris la possibilité de me retirer. Il termina son discours en demandant la compréhension et le soutien du peuple français pendant cette période difficile, soulignant son engagement envers la vérité et l'intégrité. Dans les jours qui suivirent, la nation fut plongée dans la tourmente. Les gros titres hurlaient sur le scandale, les analystes politiques débattaient sans cesse, et le Parlement agit rapidement. Jean-Luc tint parole, coopérant pleinement avec toutes les enquêtes, fournissant des documents, témoignant lorsqu'il était convoqué, et exhortant tout le monde dans son administration à faire de même. Il refusa d'invoquer tout privilège exécutif, insistant sur le fait que la vérité complète devait éclater, quel qu'en soit le coût personnel ou politique. L'enquête révéla l'ampleur des crimes de Gérard Dubois. Des millions d'euros avaient été siphonnés au fil des décennies, non seulement de l'entreprise familiale, mais aussi de fonds gouvernementaux, par le biais de contrats frauduleux. Le réseau de corruption s'étendait bien au-delà de ce que Jean-Luc avait jamais imaginé. Alors que la tempête politique faisait rage, Jean-Luc trouva force et réconfort dans sa famille nouvellement réunie. Geneviève, maintenant complètement rétablie, avait emménagé à l'Élysée avec Amélie et Camille. Les jumelles, avec leur innocence et leur joie, apportaient de la lumière même aux jours les plus sombres. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante d'auditions parlementaires, Jean-Luc trouva Geneviève assise sur un balcon privé, contemplant les étoiles. « Comment vas-tu, Jimmy ?» demanda-t-elle doucement alors qu'il la rejoignait. Jean-Luc soupira, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Fatiguée, Geneviève, mais en paix, d'une certaine manière.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de faire exactement ce que je devrais. » Geneviève sourit, lui prenant la main. « Tu le fais, mon cher. Je suis si fier de l'homme que tu es devenu. » Le lendemain, comme Jean-Luc l'avait prévu, la procédure de destitution commença officiellement. La nation regardait, divisée, le drame se déroulait. Certains exigeaient sa démission immédiate, tandis que d'autres admiraient son honnêteté et son courage à affronter le scandale de front. Jean-Luc refusa de démissionner, insistant sur le fait qu'il accepterait le verdict du processus constitutionnel. Il continua de gouverner, se concentrant particulièrement sur les mesures anticorruption et la réforme du financement des campagnes. Au milieu du chaos politique, l'histoire de Geneviève devint publique. Des journalistes d'investigation retracèrent son parcours, de la nuit où elle quitta la demeure Dubois à ses années dans la rue avec Amélie et Camille. Le récit captiva l'imagination du public, humanisant le scandale et offrant un contrepoint puissant à la corruption qui avait été exposée. Un après-midi, alors qu'il jouait avec Amélie et Camille dans les jardins de l'Élysée, Jean-Luc fut rappelé à son bureau. Isabelle l'y attendait, son expression grave. « Monsieur le Président, dit-elle, le vote final de la destitution est prévu pour demain. » Jean-Luc hocha la tête, sentant le poids de ce moment. « Compris. Merci, Isabelle. Pour tout. » Cette nuit-là, Jean-Luc rassembla Geneviève et les filles, expliquant doucement la situation. Les mots simples de Camille, « Quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre héros », émurent profondément Jean-Luc. « Quoi qu'il arrive demain, dit-il en les regardant chacune dans les yeux, nous y ferons face ensemble, en famille. » Le lendemain matin, Jean-Luc s'habilla soigneusement, se préparant pour ce qui pourrait être son dernier jour en tant que président de la République. Avant de partir, il embrassa Geneviève et les filles, emportant leur amour et leur force avec lui. Alors qu'il marchait dans les couloirs du palais de l'Élysée, peut-être pour la dernière fois en tant que son occupant, Jean-Luc réfléchit à l'incroyable voyage qui l'avait conduit là. Un portefeuille perdu, une réunion inattendue, des secrets cachés. Tout avait convergé vers ce moment. Indépendamment de l'issue de la destitution, Jean-Luc savait qu'il avait fait ce qui était juste. Il avait honoré les leçons d'intégrité que Geneviève lui avait enseignées des années auparavant. Il avait placé la vérité et le bien-être de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Et ainsi, la tête haute et la conscience tranquille, Jean-Luc Dubois marcha vers son destin, prêt à affronter les conséquences de ses actions et de celles de sa famille. Quel que soit le verdict, il savait qu'il n'était pas seul. Il avait l'amour de sa famille, le respect de ceux qui appréciaient l'honnêteté et la conscience claire d'un homme qui avait choisi de faire ce qui était juste, peu importe le coût. L'avenir était incertain, mais Jean-Luc était prêt à y faire face, avec la vérité comme guide et le courage comme force. Il était prêt pour toute tempête qui pourrait survenir. Et peut-être, juste peut-être, de cette crise pourrait émerger une nation plus forte, plus juste et plus honnête. Les mois qui suivirent de l'annonce fracassante de Jean-Luc Dubois furent un tourbillon d'activités à Paris. La capitale, habituée aux scandales et aux intrigues politiques, n'avait jamais rien vu de tel que le drame quotidien qui se déroulait. L'enquête gouvernementale, menée par une équipe de procureurs spéciaux nommés par le Parlement, avança à toute vitesse. Chaque aspect de la campagne de Jean-Luc, ainsi que les activités financières de sa famille au cours des dernières décennies, fut soumis à un examen méticuleux. Fidèle à sa parole, Jean-Luc coopéra pleinement avec l'enquête. Il passa des heures à témoigner, fournit tous les documents demandés et exhorta tout le monde dans son administration à faire de même. Sa transparence et sa volonté de faire face aux conséquences, tête haute, impressionnèrent même ses critiques les plus virulents. Pendant ce temps, Gérard Dubois fit face à une série d'accusations criminelles. L'empire financier qu'il avait construit pendant des décennies s'effondra, révélant un réseau complexe de fraude, de détournement de fonds et de corruption. L'homme qui avait autrefois été un titan des affaires faisait maintenant face à la perspective de passer ses dernières années derrière les barreaux. Au milieu de tout le chaos et de l'incertitude, Jean-Luc découvrit un but renouvelé
dans son programme social. L'initiative, initialement inspirée par ses retrouvailles avec Geneviève et les jumelles, avait pris une urgence et une pertinence plus grandes. Ce programme ne consiste pas seulement à aider ceux qui sont dans le besoin, expliqua Jean-Luc dans un discours passionné au Parlement. Il s'agit de corriger les injustices systémiques qui permettent à des gens comme Geneviève de passer à travers les mailles du filet de notre société. Il s'agit de construire un pays où l'intégrité et la compassion comptent plus que la richesse et le pouvoir. Étonnamment, le programme commença à obtenir un soutien bipartisan. De nombreux politiciens, conscients de la colère du public face à la corruption récemment exposée, y virent une opportunité de rédemption et de réforme. Au milieu de la tourmente politique, Amélie et Camille commencèrent un nouveau chapitre de leur vie. Vivant maintenant à l'Élysée avec Jean-Luc et Geneviève, les jumelles furent inscrites dans une école locale. Leur premier jour de classe fut un mélange d'excitation et de nervosité, mais elles y firent de face avec le même courage dont elles avaient fait preuve tout au long de leur vie. Alors que les enquêtes se poursuivaient, il devint clair que bien que Jean-Luc n'ait eu aucune connaissance directe des fonds de campagne illicites, sa position de président était irrémédiablement compromise. Avec dignité et acceptation, Jean-Luc annonça sa décision de quitter la présidence. « Servir ce grand pays a été l'honneur de ma vie », déclara-t-il dans son discours d'adieu. Mais l'intégrité de notre système démocratique doit primer sur tout individu. Je pars la conscience tranquille, sachant que j'ai fait ce qui était juste, pas ce qui était facile. Dans le cadre d'un accord négocié avec les procureurs, un règlement substantiel fut arrangé pour Geneviève et les jumelles, reconnaissant les années d'injustice et de difficultés qu'elles avaient endurées. Avec ces fonds, la famille put acheter une maison confortable en Normandie, un foyer symbolisant un nouveau départ pour eux tous. Geneviève, complètement remise de sa maladie, se consacra aux soins d'Amélie et de Camille. Les matins étaient remplis de préparation du petit déjeuner, de préparation des sacs d'école et de joyeuses promenades jusqu'à l'arrêt de bus. Les après-midi étaient consacrés aux devoirs, aux jeux dans le jardin et aux contes au crépuscule. Libéré de ses responsabilités présidentielles, Jean-Luc trouva un nouveau but dans la vie. Il se lança dans des projets sociaux, utilisant son expérience et son influence pour promouvoir des changements positifs dans la société. Souvent, il emmenait Amélie et Camille visiter des refuges et des centres communautaires, leur enseignant la valeur du service et de la compassion. « Souvenez-vous, les filles, disait-il souvent, la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans le bien qu'elle fait pour les autres. » Les jumelles s'épanouirent dans leur nouvelle école. Amélie, avec sa personnalité extravertie, se fit rapidement des amis et excella dans les activités parascolaires. Camille, plus réservée, découvrit une passion pour la lecture et les arts. Ses dessins colorés ornèrent bientôt les murs de leur maison. Les dimanches devinrent des jours de déjeuner en famille dans le jardin. Geneviève, souriante en regardant Jean-Luc jouer avec les filles, réfléchissait souvent à l'incroyable voyage qui les avait menés à ce moment. D'un abri de fortune sous l'auvent d'un magasin à cette maison remplie d'amour et de rire. C'était une transformation qu'elle osait à peine croire. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il regardait Amélie et Camille courir à travers la pelouse, Jean-Luc se tourna vers Geneviève. « Vous savez, dit-il doucement, parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si ces deux petites héroïnes n'avaient pas trouvé mon portefeuille ce jour-là. » Geneviève sourit, ses yeux brillants de larmes non versées. Leur honnêteté a tout changé, n'est-ce pas? Jean-Luc hocha la tête, pensif. Pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. Le programme social que nous avons lancé aide des milliers de familles. Les réformes du financement des campagnes rendent notre démocratie plus transparente. Et tout a commencé parce que deux petites filles ont décidé de faire ce qui est juste. Elles sont spéciales, convint Geneviève, son cœur débordant de fierté. Tout comme vous, ajouta Jean-Luc en prenant la main de Geneviève. Vous les avez élevées pour qu'elles soient ainsi, même dans les circonstances les plus difficiles. Et vous n'avez jamais perdu votre intégrité, même quand le monde semblait s'acharner contre vous.
Geneviève serra la main de Jean-Luc, ressentant une vague de gratitude pour tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. « Nous sommes une famille maintenant, » dit-elle doucement. « Une famille construite sur l'honnêteté, le courage et l'amour. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin de tons dorés, Jean-Luc et Geneviève appelèrent les filles à l'intérieur. La maison se remplit bientôt des sons de rire et de conversations animées, de l'arôme du dîner en cours de cuisson et d'un sentiment palpable d'amour et d'appartenance. Cette nuit-là, alors que Jean-Luc bordait Amélie et Camille, il contempla leurs visages souriants et sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces petites filles, avec leur honnêteté inébranlable, n'avaient pas seulement changé sa vie. Elles avaient déclenché une onde de changement s'étendant bien au-delà de leur famille. « Bonne nuit, mes petites héroïnes !» chuchota-t-il en embrassant leur front. En fermant la porte de la chambre, Jean-Luc réfléchit à l'incroyable voyage qu'ils avaient tous entrepris. D'un portefeuille perdu à une nation transformée, c'était une histoire de rédemption, de seconde chance et, par-dessus tout, du pouvoir transformateur de l'honnêteté et de l'amour. Et ainsi, dans cette maison confortable de Normandie, une famille autrefois séparée par les circonstances et le secret ne trouva pas seulement la réunion, mais découvrit aussi un nouveau but. Ensemble, ils affronteraient l'avenir, non pas comme des victimes du passé, mais comme les architectes d'un lendemain plus lumineux et plus juste.